Zulf Lawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce numéro, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir un grand écrivain, un grand journaliste, Robert Solé. Monsieur Solé, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et avant de parler de toute votre œuvre littéraire, on va essayer de parcourir un peu l'actualité, même si de manière un peu sommaire. L'Égypte s'apprête donc à organiser une présidentielle en 2 tours, au mois de mai et au mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rendez-vous électoral ? Écoutez, vous savez, moi je viens d'Égypte. C'est un pays, et j'y étais il y a un mois, donc c'est un pays que je suis. Vous êtes né en Égypte ? Je suis né égyptien même. D'accord. Je suis même né égyptien et donc je suis de près ce qui se passe. J'y étais il y a un mois. L'Égypte vit en pleine incertitude. Les Égyptiens se posent beaucoup de questions en ce moment. Ils se demandent qui sera le président de la République. Quels seront les pouvoirs de ce président puisque la Constitution n'est pas écrite et que la constituante elle-même, qui est censée écrire la Constitution, n'est pas fixée. Ils se demandent comment ils vont régler leurs problèmes économiques, qui sont très importants depuis un an, et puis comment ils vont régler les problèmes de sécurité, parce qu'il y a un sentiment d'insécurité dans le pays, puisque la police est en pleine crise et qu'il y a des armes qui circulent dans le pays, des armes venues de Libye en particulier. Est-ce que cette sécurité concerne plus les Coptes ou bien c'est généralisé ? Non, ça concerne tout le monde, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, tout le monde est concerné. Même il peut y avoir des conflits confessionnels, même si les Coptes, les chrétiens d'Égypte, sont soumis, ont d'autres problèmes. Mais là, je vous parle du pays dans son ensemble. En général, donc il y a un climat d'insécurité. Un climat d'incertitude et d'insécurité. D'accord, oui. D'accord. Est-ce que ce climat n'est pas un peu entretenu par peut-être les militaires ? Alors, il est peut-être entretenu par beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manœuvres dans les coulisses, mais on ne sait pas d'où elles viennent, ces manœuvres. D'accord. On ne sait pas. Mais c'est surtout un pays qui n'est pas dirigé depuis plus d'1 an maintenant, qui n'a pas de tête. C'est un pays décapité. C'est un régime qui a été décapité. On a chassé le pharaon, mais il n'y a personne à la place. Pour le moment, les militaires sont aux commandes, mais ne gouvernent pas réellement. Et n'étaient pas prêts à gouverner, et ne cherchaient pas d'ailleurs à prendre le pouvoir. Mais avec l'élection présidentielle, on aura peut-être quelqu'un qui va diriger le pays. Se peut-il qu'il soit un islamiste ? Tout est possible. En Égypte aujourd'hui, tout est possible. Les islamistes ont gagné les élections législatives. Ils ont les 2 tiers des sièges au Parlement. Ils peuvent gagner l'élection présidentielle, à condition d'avoir des candidats qui ne soient pas disqualifiés. Or, à l'heure actuelle, et je ne veux pas entrer trop dans les détails, que ce soit les frères musulmans ou les salafistes, l'un et l'autre des 2 camps islamistes a un candidat qui est susceptible d'être disqualifié. Par les lois en vigueur, c'est ça ? Par les lois en vigueur. L'un parce qu'il a fait de la prison, et l'autre parce que sa mère était de nationalité américaine, le père du candidat salafiste. On a découvert ça, il l'a nié, il a été obligé de l'admettre, et on en est là. On dit souvent que la démocratie, c'est un long apprentissage. Est-ce que cet apprentissage sera lent pour les Égyptiens ou bien il peut être effectif dans quelques années ? Quelques années, quelques mois, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est long. Une chose est de vouloir la liberté. Il y avait vraiment un besoin de liberté, un soulèvement pour la liberté, entre autres, pour une égalité des droits, contre la corruption, contre la torture, etc. C'est une chose, pour une certaine égalité sociale. Et une autre, c'est la démocratie. La démocratie, c'est un long chemin, ça met du temps, ça s'apprend, ça sera long. Est-ce que ça sera le même cas en Syrie ? Ça fait maintenant en Syrie, ça fait plus d'1 année et le sang coule et on ne voit pas le bout du tunnel. Mais vous savez, chaque pays arabe, chaque pays de la région est un cas particulier, même s'il y a des points communs.
La Syrie, c'est aussi... La Libye, c'était un cas particulier. La Libye, c'est un pays de tribus, un pays régionalisé, etc. Et on voit que ça se passe très mal. En Syrie, c'est autre chose encore. Il y a des divisions ethnico-religieuses. C'est une minorité qui est au pouvoir, une minorité une minorité alaouite, issue du chiisme, alors qu'il y a dans le pays une majorité de musulmans sunnites, qu'il y a d'autres minorités, comme les chrétiens, etc. Donc c'est très compliqué en Syrie. Monsieur Solé, vous avez été pendant 41 ans journaliste au quotidien Le Monde. C'est le quotidien de référence par excellence en France. Est-ce que, à votre avis, tout ce que la presse occidentale et particulièrement la presse française raconte sur la Syrie est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine façon de voir qui va dans le même sens? Toujours. Vous savez, de toute façon, l'objectivité n'existe pas. On essaye d'être honnête, on essaye de coller au plus près des événements. Le problème, dans le cas de l'Égypte, par exemple, si vous prenez la révolution égyptienne qui a duré 18 jours, c'est en 18 jours que les Égyptiens ont chassé Moubarak. Tout à fait. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Le pharaon renversé, 18 jours qui ont changé l'Égypte ». Le livre est paru aux éditions Les Arènes. Exactement. En 18 jours, les Égyptiens, mais pendant ces 18 jours, vous aviez les télévisions du monde entier qui étaient autour de la place de la Libération et qui filmaient les principaux événements. C'est une révolution qu'on a suivie en direct. Tout à fait. Ce n'est pas du tout le cas en Syrie. Non. La Syrie, on ne sait pas bien ce qui s'y passe, on ne peut pas travailler, les journalistes ne peuvent pas travailler normalement. Alors ils racontent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils savent. Évidemment, avec peut-être un préjugé favorable pour ceux qui se révoltent contre un pouvoir très violent, très répressif. Oui, justement, on a l'impression que si le dictateur Bachar al-Assad tombait, en lisant ces journaux, tout va s'arranger. Mais est-ce que vraiment c'est le cas? Non, on le sait. On sait que si le régime tombe, ça sera compliqué, ça sera difficile. Voilà. L'opposition est divisée. Voilà. Et dans l'opposition elle-même, il y aura les islamistes qui voudront le pouvoir. On le sait. Mais ce n'est pas une raison pour accepter un pouvoir comme celui de la Syrie, tout à fait, oui, qui est un pouvoir extrêmement répressif, qui est allé très très loin dans la répression et qui a choqué énormément le monde entier. Exact. Et toujours en Syrie, quelle est la position des chrétiens? Il semble qu'ils ne sont pas tout à fait contre quand même la chute du régime. Mais les chrétiens sont une minorité protégée, un petit peu comme dans tous ces pays du Proche-Orient, sauf le Liban, des citoyens de seconde zone, qui ne peuvent pas vraiment accéder à toutes les... On n'en voit pas d'ailleurs dans les principales dans les responsabilités. Grandes sphères de responsabilité. Vous n'avez pas un président chrétien, sauf au Liban. Alors, ces chrétiens sont une minorité, en général protégée par le pouvoir en place. C'était le cas en Irak sous Saddam Hussein, c'est le cas en Syrie aujourd'hui avec Bachar el-Assad. Le pouvoir qui les protège du moment qu'ils ne font pas de politique, du moment qu'ils ne se mêlent pas trop de politique. Alors, ils sont inquiets, ils se demandent ce qui va se passer. Tout le monde est inquiet donc en Syrie. Pas seulement les chrétiens. Tout le monde, oui, c'est vraiment, il ne faut pas avoir uniquement les communautés, c'est un problème beaucoup plus général. On se rend bien compte que si le pouvoir tombe à Damas, non seulement la Syrie sera dans une situation tout à fait nouvelle et incertaine, mais toute la région peut être touchée par ça. Tout à fait. Et quand on voit, par exemple, les positions des Russes et des Chinois, on se dit qu'on revient un petit peu au schéma de la guerre froide, non? Oui, parce que surtout avec si Poutine. Vous prenez les Russes, par exemple, les Russes n'ont qu'une seule base navale dans la région, c'est en Syrie. Voilà. Ils ne sont plus présents nulle part ailleurs, et donc ils défendent le régime. Ils défendent souvent l'indéfendable. Les Chinois, c'est encore autre chose. Les Chinois veulent s'implanter partout, avec beaucoup de cynisme. Tout à fait. Et voilà, et ils ne veulent pas avoir de soulèvement populaire chez eux. Alors les Iraniens révolutions, aussi ils n'aiment pas beaucoup régime, ça. bien sûr. Ils n'aiment pas beaucoup ça. D'accord. L'Iran aussi soutient le régime. L'Iran, c'est pour des raisons, alors là, plus religieuses, si vous voulez, oui. plus... oui. Là c'est la grande guerre, malheureusement, qui se profile et qui a déjà commencé entre chiites et sunnites. Vous me parliez de l'Égypte tout à l'heure, l'Égypte n'a pas ce problème.
95% des Égyptiens musulmans sont sunnites. Ouais. Alors, il y a une minorité chrétienne, mais les musulmans sont tous sunnites en Égypte. Tout à fait. Et donc il n'y a pas ce problème. Tout à fait. Bon, on va passer à un autre domaine complètement différent. On va parler un petit peu, si vous voulez bien, Monsieur Solé, de l'élection présidentielle française. Oui. Tous les sondages donnent vainqueur au second tour François Hollande. Est-ce que les sondages disent vrai? C'est l'éternelle question. Il faut toujours se rappeler qu'il y a d'abord, je vais dire une banalité, le sondage c'est une photo de l'instant. C'est la photo à peu près exacte de la situation actuelle. Ça peut changer. Ça peut changer, et puis dans un sondage, il y a une marge d'erreur. Il ne faut jamais oublier qu'il y a plusieurs points, ça peut bouger de plusieurs points. Voilà, cela dit, les sondages ont l'air, cette fois-ci, de tous coïncider, et de coïncider dans le même sens, c'est-à-dire qu'au premier tour, on a l'impression que François Hollande et Nicolas Sarkozy sont à peu près au même niveau. Voilà, exactement. Mais que le report des voix au second tour fait que François Hollande aurait une nette avance. On en est là. On en est là, les journalistes font des calculs justement en se basant sur ces sondages, mais beaucoup de chroniqueurs, d'observateurs parlent d'un certain rejet de la candidature du président sortant. Ça s'expliquerait par quoi? Je pense que ça par son bilan? Ça s'explique plus par sa personnalité que par son bilan. Je pense que Nicolas Sarkozy a innové. Il a cassé l'image présidentielle. Les Français sont très monarchiques, comme vous savez. Nous vivons dans une république monarchique depuis très longtemps. Les Français adorent tuer le roi, mais ils aiment le roi. Ils aiment avoir un roi. Ah, oui, c'est une belle image. Nicolas Sarkozy a cassé un peu cette image en voulant être plus moderne, en voulant être plus proche des gens, en voulant être plus agressif. Et il a troublé un peu le jeu, il a troublé les gens. C'est un président qui a divorcé en cours de mandat, qui s'est remarié, qui a fait un enfant, etc. Il a troublé son propre public. Donc je pense que... Alors il a fait des choses qu'on peut discuter, il a fait beaucoup de choses, mais c'est plus... il a fait trop de choses aussi, et dans trop de sens différents. Il donne l'impression un peu trop de gouverner selon les sondages. Et donc tout ça lui coûte cher. En général, un président est réélu. Ça, c'est en général. En général, il y a des exceptions. Giscard d'Estaing n'a pas été réélu. Voilà. Mais en général, un président est bien placé pour être réélu, et là, il est apparemment mal placé pour le moment. Mais est-ce que la crise n'a pas joué en sa défaveur? Par exemple, sur la question du chômage, effectivement, il promettait beaucoup, mais avec la crise, ce n'est pas évident. Il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance. Il a été élu président au moment où les choses se gâtaient. Les choses se sont beaucoup gâtées ensuite. Alors, ça lui a donné en même temps un atout, c'est-à-dire qu'on a vu un président capable de prendre des initiatives, de résister, de mobiliser les Européens, de changer les lois, etc. Ça a joué en sa faveur. Mais évidemment, la crise a empêché son fameux slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Les gens n'ont pas gagné plus. Oui. Et autre thème, vu les événements récents par rapport aux islamistes radicaux, est-ce que ce thème de la sécurité sera encore utilisé par la droite, donc par le président sortant? Oui, il sera utilisé parce que d'abord c'est un vrai problème. Il ne faut pas non plus... Il y a un problème réel. La face simplement, personne ne sait le traiter ce problème, ni la droite ni la gauche. Personne ne veut voir certaines questions, et alors on s'en sert comme arguments électoraux, et ça c'est très mauvais. C'est très mauvais, c'est souvent à la veille des élections qu'on prend des initiatives, qu'on durcit le ton. Est-ce que ce thème est en rapport étroit avec le problème des banlieues? Bien sûr, vous avez en France un énorme problème. Un énorme problème, et la France n'est pas un cas particulier, dans toute l'Europe c'est la même chose. Exact, oui, tout à fait. Dans toute l'Europe c'est la même chose. Vous avez des zones entières où malheureusement ce sont d'une part des ghettos, et d'autres des ghettos, c'est-à-dire que c'est une population essentiellement immigrée qui se retrouve là,
Et vous avez dans ces zones-là des zones de non-droit, des zones où la police n'a plus vraiment d'action, où la drogue circule, le trafic, les trafics divers et tout, et on a fermé les yeux sur tout ça. On a laissé que ce soit la gauche mais en ou même la temps, on a droite. produit beaucoup de discours politiques. Ça fait 30 ans qu'on Oui, produit du discours mais politique. Vous savez, c'est pas par des discours qu'on peut régler ce problème. Moi, je rêve d'un président. Je pensais que Sarkozy allait le faire, il ne l'a pas fait. Moi, je rêve d'un président qui prendrait un demi-département français, difficile, des zones difficiles, une zone expérimentale, dans laquelle on injecterait, on supprimerait, je vais rêver un petit peu, Oui, bien on sûr. supprimerait la moitié d'un sous-marin nucléaire. Je rêve, mais enfin, pourquoi pas. Et on mettrait une somme considérable d'argent dans une zone expérimentale où on mettrait des enseignants, des éducateurs, des policiers. On tolérerait aucune atteinte à la loi, on donnerait des emplois et on verrait ce que ça donnerait. Vous croyez que les problèmes seraient réglés uniquement de cette façon? Est-ce que ces problèmes ne sous-entendent pas de sous-problèmes, par exemple la mixité sociale, Oui, mais la je veux dire, culture, l'accès à la culture? On pourrait favoriser tout ça si on apportait les moyens, si vraiment il y avait une volonté. Mais encore une fois, ça ne se règle pas par la police seule, ça ne se règle pas par l'éducation seule, ça ne se règle pas par les emplois seuls. C'est tout un ensemble, c'est un paquet cadeau qu'il faudrait, on appelle ça un plan Marshall. Il faudrait essayer, on n'a jamais essayé ça. On n'a jamais essayé ça, on dépense beaucoup d'argent. Nicolas Sarkozy avait tenté, en nommant principalement Fadila Amara pour gérer un peu ces problèmes. Qui est une femme courageuse, qui a essayé de faire des choses, mais elle n'avait pas les moyens. Si vous voulez, c'est avec des bouts de ficelle qu'on essaye de régler des problèmes considérables. Or, l'avenir de nos sociétés dépend en partie de ces problèmes-là, de cette cohabitation harmonieuse entre les gens. C'est pas normal que des jeunes n'aient pas d'emploi, c'est pas normal. Donc il faudrait vraiment mettre les moyens, et au-delà de toute division politique, parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne et la gauche et la droite. Bien sûr. Est-ce que, toujours dans la même optique, est-ce que l'islam de France pose problème, et principalement dans ces quartiers? Il peut poser dans certains cas, oui. La majorité des musulmans de France ne posent pas de problème. La majorité des musulmans de France veulent exercer, d'abord sont des gens comme les autres, qui devraient avoir les mêmes droits que les autres. Beaucoup sont français d'ailleurs. Exact. Beaucoup veulent pratiquer leur religion, c'est leur droit le plus strict. Il faudrait qu'ils aient les moyens d'ailleurs de la pratiquer dans des lieux de culte. Mais il y a une minorité qui se sert de l'islam pour un islam politique, et qui n'a pas sa place dans un pays comme la France, qui est une république laïque. Un islam radical, oui. Un islam politique qui veut investir tout le champ social, qui veut tout régenter à partir de la religion. Et ça, c'est inacceptable. Est-ce que la création du CFCM, donc par Nicolas Sarkozy, avait pour ambition justement de contrecarrer un peu cette façon d'utiliser l'islam? On n'a jamais très bien su faire, on n'a jamais très bien pu, si vous voulez. On a cherché à aborder la communauté musulmane sous l'angle de la religion. Et je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut l'aborder. Il faut l'aborder comme des habitants de la France, dont beaucoup de citoyens français, et les aborder comme ça. La France n'est pas une république communautaire. La France, c'est une république de citoyens, d'individus, égaux, ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et il ne faut pas sortir de ce schéma-là. Mais la France est aussi une république où il y a beaucoup de privilèges. Et d'ailleurs, le candidat socialiste François Hollande dit qu'il va s'attaquer à ces privilèges. Peut-être que les gens des quartiers regardent et voient aussi ces privilèges. C'est pour ça que peut-être aussi, ils essayent à leur tour de se mettre en communauté. Oui, alors tout ça évidemment joue. On n'est plus, si vous voulez, on est dans une époque médiatique où les gens les plus pauvres, en permanence, ont sous les yeux des images de richesse et de consommation et consomment eux-mêmes. Et ils sont extrêmement tentés de consommer eux-mêmes. Donc c'est très compliqué. L'inégalité sociale est très mal vécue. Et alors, évidemment, elle ne se règle pas comme ça. Elle s'atténue,
elle se combat peu à peu, il ne faut pas rêver. Mais évidemment, vous savez, le slogan, la France est fondée, comme vous savez, sur 3 principes qui restent valables. Tout à fait, exact. Liberté, égalité, fraternité. fraternité. Alors, on a beaucoup insisté sur la liberté, c'est très bien, il faut continuer. L'égalité, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et on oublie la fraternité. La fraternité, c'est aussi bien. La fraternité, ça fait partie, c'est un des fondements de la République. Il ne faut pas l'oublier. Là, c'est un peu l'écrivain, un poète qui parle. Pas la seulement fraternité, poète, pas seulement un poète, mais le citoyen aussi. Je veux dire, la fraternité, c'est important, c'est ça, une nation, c'est une... Mais quand on entend les discours politiques, y compris du président sortant et du FN, cette fraternité, elle a tendance à disparaître. Il y a une droitisation du discours vous savez, qui fait un peu mal à la France des Lumières, non? Oui. Vous savez, moi, je voyage pas mal et puis j'essaye d'avoir une vue qui ne soit pas uniquement étroite, hexagonale. Les Français ont beaucoup de chance quand même. Les Français se plaignent beaucoup, mais c'est des problèmes de luxe. C'est vrai. On vit quand même dans une démocratie imparfaite, mais une démocratie Absolument. quand même. Je trouve globalement, sans entrer dans les détails de chaque personnalité, que globalement, le débat politique est d'un niveau convenable. Exact. Si on le compare je le crois aussi, à d'autres pays. Oui, bien sûr. Voilà, alors c'est il y a déjà cette possibilité de voir ce débat. Je ne dis pas oui, bien que sûr. je suis enthousiaste, Oui. pas du tout. Cette élection m'ennuie d'ailleurs, elle est un peu ennuyeuse. D'accord. Mais je relativise les choses. Chaque fois que je reviens de voyage, je me dis, bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il faut voir ailleurs pour s'apercevoir qu'il y a quand même des choses très positives. Toujours dans cette élection, M. Bayrou n'arrive pas à trouver ses marques. Et pourtant, en 2007, il avait fait un très beau score. Comment on peut expliquer un peu cette perte de vitesse du centre? Parce qu'on est d'abord dans une polarisation. Le système fait que il y a vraiment, c'est un système où il y a 2 camps qui s'imposent. La Ve République est faite comme ça. Depuis le début de la Ve République, finalement, les centristes n'ont jamais réussi à prendre le pouvoir. C'est ou la droite ou la gauche. Alors Bayrou a en plus des problèmes personnels, c'est-à-dire que Bayrou a fait rêver des gens, puis il les a déçus, et puis c'est toujours le même... Comment a-t-il fait pour perdre tant de voix qui se sont reportées sur lui quand même en 2007? Voilà, mais il n'a pas vraiment de parti, Bayrou, et il a été abandonné par beaucoup de ses amis. Faut pas Est-ce oublier. que lui aussi n'a pas abandonné beaucoup de ses amis? Est-ce qu'il n'a pas pu construire un parti lui aussi? Oui, je pense que Bayrou a un peu échoué dans son entreprise et que maintenant il est dans un rôle d'arbitre un petit peu, c'est-à-dire que ses voix seront essentielles pour faire gagner ou Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Et en même temps, on remarque toujours durant cette élection la montée de Mélenchon. On lui donnait pas cette force au départ. Oui, parce que Mélenchon est d'abord le meilleur tribun, meilleur orateur de cette campagne présidentielle, probablement. Celui qui s'exprime le plus clairement, le plus fortement, d'autant plus fortement qu'il n'a aucune chance d'être élu. Alors il peut promettre ce qu'il veut, il n'est pas tenu de... François Hollande est obligé d'être prudent. Oui. François Hollande a de fortes chances d'être élu président. Donc tout ce qu'il dit aujourd'hui, il faudra faire attention parce qu'on va lui réclamer des comptes dans pas longtemps. Tout à fait. Mélenchon, lui, il peut dire ce qu'il veut. Il fait rêver les gens et à moindre frais, il ne sera jamais président. Il fait rêver les gens qui en avaient besoin, qui avaient besoin d'un discours comme ça un peu fort, clair. C'est un peu, à droite, c'est un peu la même chose. Hein. Je veux dire, Marine Le Pen fait aussi rêver des gens, sachant qu'elle ne sera jamais, elle n'a aucune chance, strictement aucune chance d'être élue. Mais est-ce que donc Mélenchon va aider à la reconstruction du Parti communiste? Enfin, il ne se présente pas sous l'étiquette du Parti communiste. Je pense que le Parti communiste est mort. Je pense qu'il est mort, le Parti communiste. Il reste un petit Parti communiste plutôt sympathique, d'ailleurs. Ce sont des gens qui ne posent pas de problèmes, qui sont courageux. Mais enfin, ce parti est réduit. Ce front de gauche, quand même, arrive à mobiliser les gens. Ce front de gauche peut avoir un avenir. C'est-à-dire Mélenchon peut-être structurer autour de lui une force avec laquelle la gauche socialiste devra compter certainement.
D'accord, d'accord. Si vous voulez bien, Monsieur Solé, on revient un petit peu à votre parcours que je trouve extraordinaire, impressionnant. Donc, vous êtes né au Caire en 1946, vous arrivez en France en 1964 et vous aviez 18 ans. Oui. Vous vous souvenez un petit peu comment vous étiez arrivé en France? Je me souviens très bien, je suis venu pour faire des études, je n'avais jamais mis les pieds en France et je n'avais pas dans les veines une goutte de sang français. Parce que par mon père et ma mère, nous sommes des orientaux du Moyen-Orient, donc je ne connaissais la France qu'à travers les livres. Mais j'avais une culture française. C'est-à-dire qu'en Égypte, j'avais fait mes études dans des écoles françaises et je connaissais l'arabe, bien sûr, je parlais, mais ma langue principale, c'était le français. C'était le français. Et j'avais une passion pour la France. Et donc tout ça a facilité un petit peu mon intégration en France. Vous savez, pour l'intégration, il faut deux conditions. Il faut qu'on ait envie de vous accueillir. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, oui. Et il faut que vous-même, vous ayez envie de vous intégrer. Et moi, j'avais aussi férocement envie de m'intégrer en France. Et ça a facilité les choses. Et donc, quand vous êtes arrivé à Paris, c'est ça? Non, je suis allé directement à Lille. Je cherchais à aller dans la France profonde. Je suis allé à l'école de journalisme de Lille. Vous avez fait l'école de journalisme. Vous n'êtes pas passé le concours de l'école de Paris. Je voulais aller dans la France profonde. Vous étiez déjà passionné par la presse, les journaux, l'écriture? Non. J'étais passionné par l'écriture. Si j'ai voulu devenir journaliste, c'est parce que je voulais écrire. Écrire plus tard. Et c'est au cours de mes études de journalisme que j'ai découvert l'information et l'importance de l'information et le goût de l'information. D'accord. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec Robert Solé. Donc vous disiez, vous étiez à Lille dès le départ et donc vous avez entrepris des études de journalisme. Oui, c'est ça? Exactement, l'école de Lille, qui est une bonne école. Oui, qui reste une très bonne école effectivement, oui, jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu cette chance. Et puis j'ai eu cette chance d'être engagé très jeune, à l'âge de 23 ans, au journal Le Monde. Et ça a été évidemment une chance pour moi, parce que j'ai passé... C'était en 1969, c'est ça? 1969, et j'ai passé toute ma carrière journalistique au journal Le Monde. Au journal Le Monde. Au départ, Le Monde, vous étiez journaliste dans quelle rubrique? Alors je suis entré curieusement, parce que moi je voulais entrer au Monde à tout prix. Et il n'y avait qu'une seule place disponible à ce moment-là, c'était d'être l'adjoint du chroniqueur religieux. Ah d'accord. On m'a dit c'est la seule place, j'ai dit je prends. Bien sûr. Je prends, j'étais prêt à balayer les couloirs si on me l'avait demandé. Et ça m'a beaucoup plu. Et bon, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière au Monde. Vous étiez déjà un lecteur assidu du Monde, j'imagine. Comme les étudiants de journalisme de l'époque. C'est-à-dire que le Monde, c'était notre journal, c'était le journal. C'est toujours le journal, on rêvait d'y entrer. Le jour où je suis entré, je n'en croyais pas mes yeux. Enfin, à cette époque, le Monde ne mettait pas beaucoup de photos dans son édition. Pas du tout même. À l'époque, il n'y avait pas de photos dans le Monde. On partait du principe que les photos, c'était bon pour les magazines, pour la télé, tout ça. Le Monde, lui, c'était du texte et quelques dessins. Et ça a changé. Ça a changé en cours de route. Ça a beaucoup changé. Oui. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Le Monde cherchait, il cherche toujours d'ailleurs, et à juste titre, à se distinguer. Un journal doit être unique. Un journal ne doit pas ressembler aux autres. Il doit être unique et indispensable. C'était le cas du Monde. Est-ce que le Monde est un journal de droite ou un journal de gauche? Les gens du Monde vous diront qu'ils ne sont ni de droite ni de gauche. Ils sont indépendants. Mais c'est vrai que le Monde a toujours penché à gauche. Penché à gauche. Oui, parce que des gens parfois disent que c'est un journal de gauche, mais ce n'est pas vraiment le cas. Penché à gauche, mais étant lu par des lecteurs dont la moitié sont à droite, si vous voulez. Et c'est ça la force du Monde, c'est-à-dire d'être lu même par des gens qui ne suivent pas forcément ses éditoriaux. Parce que c'est un journal de l'élite, c'est ça? Parce que c'est un journal utile, parce que c'est un journal qui apporte des choses que d'autres n'apportent pas. Qui va plus loin, qui développe davantage. Il y a plus d'analyse, plus de réflexion. Voilà, c'est ce qui a fait son succès.
Tout à fait. Et vous, donc, toujours au Monde, vous devenez correspondant à Rome, je crois en 1974, c'est ça? Oui, et puis ensuite correspondant à Washington. Ouais, à Washington, de 80 à 83. Voilà. C'est vous qui avez demandé à être correspondant à Rome, non? Je n'ai jamais rien demandé au Monde. C'est vrai, vous ne demandez rien? Je n'ai jamais postulé pour aucune fonction. Elles m'ont été toujours proposées. C'est une vision orientale, ça. Je ne sais pas, ça s'est fait comme ça. Et chaque fois, j'ai été surpris par la proposition qu'on me faisait, et j'ai fini par l'accepter, et j'ai eu raison chaque fois de l'accepter. Et quand vous étiez à Rome, en Italie, il y avait quand même le terrorisme un petit peu. Oui, alors j'ai connu 6 années passionnantes. Vous avez, semble-t-il, donc assisté à la mort d'Aldo Moro, entre autres. J'ai suivi, j'ai écrit un livre à ce sujet, j'ai suivi ces événements qui étaient passionnants en Italie. À l'époque, l'Italie oui, comptait le plus grand parti communiste d'Europe occidentale qui approchait du pouvoir. Tout à fait. Et j'ai connu parallèlement au Vatican, j'ai connu 3 papes. Parce que je suis arrivé, c'était Paul VI, voilà, et Paul VI est mort, on a élu Jean-Paul Ier, et il est mort quelques semaines plus tard, et on a élu Jean-Paul II, voilà, qui a changé la face de l'Église et du monde, d'une certaine façon. Tout à fait. Et j'ai vécu tout ça, et ça a été passionnant. Ah, j'imagine, ça a été passionnant, bien sûr. À Washington aussi, c'est une période assez intéressante, 80-83. Oui, alors je suis arrivé dans les derniers mois de la présidence de Jimmy Carter et l'élection de Ronald Reagan. Ronald Reagan, le républicain qui voulait tout changer, et qui a changé beaucoup de choses d'ailleurs aux États-Unis. Donc j'ai eu de la chance de voir tout ça de près. En tant que correspondant du Monde, j'imagine que vous étiez vraiment sollicité, qu'aujourd'hui vous connaissez quand même un peu les rouages du système américain. Alors sollicité en Italie, oui, aux États-Unis, non. C'est-à-dire qu'en Italie, le correspondant du Monde à l'époque était une personnalité. Moi j'étais très jeune, mais enfin bon, c'est une personnalité quand même, on attache beaucoup d'importance au monde. Mais quand vous arrivez aux États-Unis, vous êtes un parmi 200 autres. Une conférence de presse à la Maison-Blanche, vous êtes là au milieu de Japonais, oui, le monde entier est là-bas. Le monde entier. Et le président des États-Unis qui fait la conférence de presse ne s'intéresse qu'aux 10 personnes qui sont au premier rang, qui sont tous américains. Ah, d'accord. C'est comme ça aux États-Unis. Mais on pouvait quand même poser des questions au président. Bien sûr, et on apprend beaucoup de choses. Mais enfin, on est ramené à sa place, disons. D'accord. Et donc, en 83, vous revenez en France, vous revenez donc au siège du Monde, et vous reprenez quelle rubrique? Alors là, j'étais le chef adjoint de ce qu'on appelait le service société, puis j'en ai été le chef, puis ensuite j'ai grimpé des échelons, j'ai été rédacteur en chef, j'ai été directeur adjoint de la rédaction, et par la suite, j'ai été le médiateur du Monde. Tout à fait, oui. Et enfin, j'ai dirigé le Monde des livres et j'ai été le billetiste du Monde. Voilà. Vous terminez par le billetiste et d'ailleurs, vous sortez un livre qui s'appelle Le billet aux éditions du Seuil. Oui. Et donc, vous avez choisi un peu les meilleurs oui, billets. parce que je publiais tous les jours dans Le Monde, en dernière page, un petit billet où j'étais libre d'écrire ce que je voulais. Et j'en ai écrit 1100. Oula. Et donc j'ai choisi 180 d'entre eux pour faire un petit livre. Un petit livre, oui. Résultat donc de votre passage en tant que billetiste du Monde. Et vous avez dirigé le Monde des livres pendant combien de temps? Pendant plus de 3 ans. Pendant plus de 3 ans quand même. C'était, j'imagine, une expérience exaltante. Alors c'est une expérience intéressante, d'autant plus intéressante et compliquée que moi j'étais romancier par ailleurs. Oui. Et ça pose des problèmes aussi, parce que moi, à vrai dire, je suis beaucoup plus écrivain que critique littéraire. Je suis beaucoup plus à l'aise quand j'écris des livres que quand je commente les livres des autres. Mais c'était ma fonction, je dirigeais une équipe, je rendais compte moi-même de livres et tout, mais je dois dire que je suis plus à l'aise en n'ayant plus cette fonction. Et dans le monde des livres, combien de journalistes écrivaient dans le monde des livres à peu près? L'équipe elle-même, c'est une équipe de 7 personnes, mais il y avait autour beaucoup de collaborateurs. D'accord. Il y avait des collaborateurs extérieurs? Les deux. Il y avait des journalistes du Monde, mais surtout des collaborateurs spécialisés à l'extérieur. Des écrivains parfois aussi? Alors certains écrivains, mais surtout des philosophes, des sociologues, des historiens. Et en France, on dit souvent que les chroniqueurs
Les livres encensés font un peu dans le copinage. Est-ce que c'est vrai? C'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas l'essentiel, si vous voulez. En principe, un critique littéraire choisit les bons livres et quand il aime un livre, il en parle bien. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de livres, énormément de livres. Oui, qui sortent en France, oui. Et que c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'à la rentrée littéraire, vous vous trouvez devant 600 romans. Vous allez pouvoir en parler d'une quarantaine maximum pendant des semaines. Alors comment choisir les 40 sur 600? C'est très subjectif. Ce n'est pas évident, effectivement. Très subjectif. Mais est-ce que les grandes maisons d'édition ne sont pas avantagées? Est-ce qu'elles ne font pas un certain lobbying auprès des critiques? Les grandes maisons d'édition sont avantagées. D'abord, elles sont avantagées parce qu'en général, quand elles publient des livres, on part du principe que puisque c'est publié chez Gallimard, au Seuil, etc., c'est plutôt bon. Ouais. Il y a une sélection qui a été faite. Donc elles bénéficient de cette image, si vous voulez. Et puis, en effet, elles bénéficient du fait qu'elles ont un service de presse, qu'elles comptent elles-mêmes des auteurs dans la presse. Tout à fait. Ça compte. Tout à fait. Est-ce que c'est un peu le même parallèle qu'on peut faire par rapport aux prix littéraires? Certains journalistes pensent que les prix littéraires ne sont donnés qu'à des gens qui sont un peu cautionnés ici et là. Vous savez, je suis très gêné pour en parler parce que j'ai été 2 fois sélection Goncourt et que mon dernier roman, Une soirée au Caire, était finaliste du Renaudot. D'accord. Donc moi, j'ai rien fait pour. Si, c'est-à-dire je souhaitais. Vous avez évidemment. eu aussi le prix Méditerranée pour le Tarbouche. Oui. Qui votre est un prix, premier roman. Qui n'est pas un grand prix d'automne, c'est pas la même chose. Mais Tout en à effet, fait. j'étais très content de l'avoir d'ailleurs. Mais les prix, si vous voulez, alors là, c'est... Les livres sélectionnés pour les prix, c'est des bons livres. Mais la décision finale du jury, elle dépend de beaucoup de choses qui ne sont pas seulement la qualité, C'est qui pas sont les seulement la pressions littérature, des ouais. éditeurs. Et là, c'est un jeu très compliqué. Mais vous pensez quand même que la sélection est valable dans l'ensemble? Ben, en gros, les jurys ne veulent pas passer à côté d'un bon livre. Donc ils vont sélectionner. Mais ensuite, à qui vont-ils donner le prix? C'est un autre problème. Voilà. Et vous, donc, vous avez publié beaucoup de romans. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le roman lui-même, dans l'acte d'écrire des histoires? Mais c'est justement, moi j'aime raconter des histoires. J'aime raconter des histoires, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient inventées. Je raconte des histoires vraies dans le journalisme, mais aussi dans mes essais historiques. Là, j'adore reconstituer une histoire de la façon la plus minutieuse possible. Je ne sais pas, j'ai écrit un livre sur l'expédition de Bonaparte en Égypte. Oui. Même 2 livres sur cette question. Bon, j'ai lu des centaines. Vous êtes un peu passionné par l'histoire quand Oui. même, l'histoire avec grand Et j'aime H. reconstituer l'histoire de la façon la plus précise possible. Mais j'aime aussi raconter des histoires avec des personnages que j'invente, des histoires que j'invente. Et ça, c'est le roman. Ça, c'est le roman. Mais parfois, on sent un peu quand même votre expérience en tant qu'individu, en tant que journaliste. Il y a un peu de vous-même dans le roman, non? On met toujours beaucoup de soi-même dans... Chaque auteur le fait? Bien sûr. Tout le monde met de soi-même dans... Et pas dans un seul personnage, dans beaucoup de personnages. Mais vous avez dit le journalisme m'a aidé à me documenter, à écrire clairement. Ça aide pour un roman, mais ce n'est pas la même écriture, ce n'est pas la même chose. Tout à fait. C'est pas la même chose. Tout à fait. Vous avez publié votre premier roman, je crois, en 1992, c'est Oui. ça? C'est après bien des années de journalisme. Le journalisme vous a-t-il un peu freiné dans votre création? Non, je ne dirais pas ça. J'ai été freiné par le sujet lui-même. Vous savez, moi j'ai quitté l'Égypte à 18 ans, puis j'ai tourné la page. Je ne voulais plus entendre parler de l'Égypte. De l'Égypte, c'est fini. C'est un phénomène assez classique d'ailleurs chez certains exilés. Et puis j'ai eu besoin de retrouver la trace de mes pas, de retrouver l'histoire de ma famille, de comprendre pourquoi elle était si bien en Égypte, pourquoi elle a quitté l'Égypte, etc. Et c'est par le roman que j'ai pu le faire. Et ça a demandé du temps. Alors j'ai imaginé dans le Tarbouche une famille qui n'est pas la mienne, mais qui aurait pu être la mienne. Une famille dont le patriarche était le roi du Fès, du Tarbouche en Égypte, du fabricant de Tarbouche. Et c'est à travers cette famille imaginaire que j'ai pu à la fois reconstituer l'histoire de ma famille réelle, mais aussi renouer avec l'Égypte.
et réaliser mon vieux rêve d'enfant et d'adolescent, qui était d'écrire un roman, puisque ce roman a eu beaucoup de succès. Tout à fait. J'ai eu de la chance. Il a eu, comme je disais tout à l'heure, le prix Méditerranée, qu'a eu aussi Tahar Djaout. Est-ce que vous connaissez un peu l'écriture de Tahar Djaout? Oui, je l'ai connu d'ailleurs, et je suis touché Tahar Djaout qui a d'ailleurs. été assassiné, Je sais, il a je été sais, assassiné à Alger. Qui était un grand écrivain, très honorable, Tout à fait, que oui. j'avais eu la chance d'approcher. Ah, vous l'avez rencontré oui, à Paris? Oui, oui, j'avais eu l'occasion. Et j'étais très triste, évidemment, de ce qui lui est arrivé. Oui, oui. Tahar Djaout aimait aussi beaucoup un autre Égyptien, Albert Kosri. Oui, ben voilà, vous voyez, c'est une grande famille, les écrivains. Tout à fait, c'est une grande famille. Et vous, vous aviez connu Albert Kosri? Je l'ai connu à la fin de sa vie, oui, je l'ai connu. Il venait comme moi d'Égypte, et comme moi, il écrivait en français sur l'Égypte. Il écrivait en français, il ne parlait que d'Égypte en général. C'est un peu comme vous. Et moi aussi. Tous mes 5 romans et mes 10 essais, peut-être, enfin, 8 sur 10 sont consacrés à l'Égypte. Est-ce que c'est vrai qu'Albert Camus plutôt Albert Kosri, lapsus révélateur, j'aime beaucoup Albert Camus aussi, Oui. qui vient d'Algérie aussi. Donc Albert Kosri, c'est vrai qu'il a vécu toute sa vie dans un hôtel à Paris? Oui, il vivait dans un hôtel. C'est un personnage singulier qui assez paresseux, il le disait lui-même d'ailleurs. Il assumait il écrivait des livres pas très épais. Tout à fait. Il fallait vraiment le pousser pour qu'il écrive, mais il a été très doué. C'était un artiste. C'était un artiste. Et votre dernier roman s'appelle Une soirée au Caire. Vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce roman? Cette soirée au Caire, c'est la suite du Tarbouch. Ah, 20 ans après, c'est la suite du Tarbouch. C'est la maison familiale où il ne reste plus, toute la famille est partie, exilée, et il ne reste plus qu'une femme qui a été très belle à une époque et qui est toujours là. C'est une des belles filles du patriarche. Et elle organise tous les mois dans cette maison une soirée au Caire. Et c'est au cours de cette soirée que le narrateur, qui lui vit en France, va renouer, va découvrir des secrets de famille et va ouvrir les yeux sur l'Égypte actuelle. Ah d'accord. Et Une soirée au Caire se termine d'ailleurs de façon très étonnante parce qu'il est paru quelques semaines avant les révolutions. Avant les révolutions. Et il y a un personnage clé dans ce roman, à la fin du roman, qui est une jeune universitaire égyptienne, qui dit « ça ne peut plus durer, on étouffe, largement corrompu, et des gens mettent de la religion partout ». C'est là la force de l'écrivain, du romancier, du poète. Savez, vous étiez visionnaire quand même. Non, je ne suis ni prophète ni visionnaire, mais je sens... Vous sentiez qu'il y avait quelque chose. Je ne suis pas le seul, mais je ne suis pas le seul. Oui. Il y a écrivains qui ont annoncé ce qui se passait. Peut-être Alaa Aswani qui écrit en arabe, qui est Bien traduit, sûr. qui a beaucoup de succès, Bien qui a sûr. des positions politiques, qui soutient un peu le processus démocratique en Égypte. Alaa est l'acteur des événements. Il est romancier, il est visionnaire à sa façon, mais c'est un acteur. Il a pris des positions très courageuses. Il est très aussi. engagé. Très engagé. Très engagé et je trouve aussi très lucide dans la mesure où il ne se laisse pas un peu berner par certains discours, où il essaye d'aller au fond des choses, n'est-ce pas? Oui, simplement lui, comme beaucoup d'autres, ne mesurait pas la place et l'importance des islamistes en Égypte. Oui, oui. Et ne s'attendait pas à une telle victoire. Et pourquoi il ne pouvait pas mesurer puisque lui-même, comme beaucoup d'autres intellectuels, vivait en Égypte constamment. Oui, mais je crois que tout le monde sous-estimait la place qu'occupaient dans les quartiers, dans les villages, les dans islamistes. Le pays profond peut-être. Dans le pays profond et même au Caire, surtout au Caire d'ailleurs, ou à Alexandrie, ces islamistes finalement dont le pouvoir s'était servi pour dire il n'y a que eux ou nous, il n'y a rien entre deux. Et puis le pouvoir qui, depuis sa date, s'était désengagé de l'action sociale, et les islamistes ont pris un peu le relais de cette action. Ils ont pris la place avec beaucoup d'argent qui venait du Golfe et d'ailleurs, et se sont implantés. Et alors, comme c'était la seule force organisée au moment des élections, tout naturellement, ils ont raflé les sièges. Tout à fait.
les prochaines élections ne verraient pas, par exemple, un affaiblissement de ces islamistes? C'est fort possible parce qu'ils sont aujourd'hui au pied du mur. Ils sont au pied du mur parce qu'ils vont se heurter, et se heurtent déjà à toute une série de réalités. Voilà. Des réalités économiques d'abord, Voilà. parce qu'ils n'ont pas de programme économique. Ce n'est pas avec le Coran qu'on règle les problèmes économiques. Absolument pas. Ce n'est pas avec la charité qu'on règle l'égalité sociale. Non. Ils n'ont pas de programme économique. Ils se heurtent à des revendications sociales dans tout le pays qui n'ont fait qu'augmenter depuis un an. Ils se heurtent à un problème de sécurité, d'insécurité. Ils ont Israël. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire la guerre, c'est pas possible. C'est pas possible. Etc. Donc c'est l'heure de vérité, on va voir. Mais est-ce que les militaires ne pourraient pas stopper est-ce qu'ils se disent finalement c'est pas la bonne solution? Ceci dit, c'est en Algérie et il s'avère que ce n'était pas forcément. Oui, je crois que les militaires ne savent pas très bien ce qu'ils veulent pour le moment. Les militaires se sont retrouvés aux commandes, c'était pas. Les militaires se sont retrouvés là. Les militaires ne voulaient pas que Moubarak nomme son fils pour lui. Ils voulaient garder leurs privilèges. L'armée en Égypte, c'est un empire économique. Et ils ne veulent pas qu'il y ait le chaos dans le pays. Et ces privilèges, ils pourront les garder, y compris avec les. Oui, mais là, les islamistes se sont montrés beaucoup plus gourmands que prévu. Ah d'accord. Beaucoup plus gourmands, ils veulent tout contrôler. Au début, les islamistes ont dit on ne veut pas plus de 50% des sièges au Parlement. Ils en ont beaucoup plus. Ils ont dit donc qui se demandent. Vous ne parlez pas de militaires, mais vous faites le portrait d'un personnage attachant et fantastique. Exister ce personnage qui essaye tout le temps d'aider les autres. Vous parlez de pas Basile. Basile, je l'ai imaginé, mais il a fini par exister parce que c'est comme ça les personnages de romans. Tout à fait. Tiens, qui arrive à Paris. Sans se faire payer. Un service, il se fait un obligé. À qui il va pouvoir demander un service, jamais pour lui, toujours pour les autres. Troisième personne, et il va devenir à son tour son obligé. Et il va constituer comme ça une toile immense, un immense réseau. Où il sera au centre, et c'est une. Mais malheureusement, centre de ce réseau. Et ce rêve d'altruisme, de solidarité est presque impossible dans le monde d'aujourd'hui. C'est une fable, je voulais pousser à fond. Nous sommes dans une société dite de communication et ce personnage finit par être étouffé par l'excès de communication. Tout à fait. Vous avez publié beaucoup de romans, vous n'avez jamais publié, me semble-t-il, de poèmes. Non. C'est vrai. Vous n'écrivez pas des poèmes? Si vous lisez bien mes romans, il y a toujours un poème ou deux dans mes romans. Tout à fait. Mais des petits poèmes qui ne valent peut-être pas grand-chose, mais que j'aime bien composer. Si, ils sont toujours valeureux. Je ne suis pas poète. Je ne suis pas poète. Ah, vous êtes modeste. Non. Quand vous avez voulu écrire, qu'est-ce que vous lisez quand vous étiez jeune? Mais vous savez, j'ai commencé ma lecture des livres qu'on ne lit plus. Ségur. Ah, c'était des livres qui sont complètement dépassés aujourd'hui, complètement ringards, mais je lisais ça dès l'âge de 5 ou 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus. Et puis Tintin et Spirou. Et ça m'a été très utile. Ah, ça m'a donné le goût de la lecture. Ça m'a donné le goût de la lecture. Et je pense que la lecture doit être toujours un plaisir. Les jeunes, il faudrait vraiment qu'ils lisent par plaisir. Il ne faut jamais que ce soit une contrainte. Il ne faut pas les obliger, c'est ça? Il ne faut pas les obliger, mais il faut en même temps les pousser à lire toujours des choses un peu plus difficiles, si vous voulez.
il faut lire un petit peu au-dessus de son niveau chaque Est-ce fois. que, à votre avis, les gens lisent plus aujourd'hui, avec tous les moyens Ils n'arrêtent pas de sociaux? lire, ils n'arrêtent pas de lire. Qui vous disent des choses, dans l'œuvre continue quand même. Oui, bien sûr, mais différentes, mais je ne sais pas, par exemple, quand David parce que c'est le genre de roman sans humour. Ah, l'humour, c'est très important, bien sûr. Et la littérature d'expression française aujourd'hui, en général, c'est une question un peu fleuve. Ben, elle est foisonnante, elle est riche, on publie énormément, il ne faut pas se plaindre, on publie beaucoup. Alors on n'a peut-être pas de très grands, c'est possible. Ce n'est pas une période où il y a vraiment grands Des écrivains qu'on a éternels. connus. On s'apercevra peut-être que certains, mais je n'ai pas l'impression en ce moment. Mais il y a beaucoup de bons écrivains. Elle est écrite aussi par des écrivains qui ne sont pas forcément français. Je lis oui, bien sûr, je lis des romans, il y a d'excellents auteurs. En Algérie, il y a plus d'écrivains écrivant en langue française que ceux écrivant en langue berbère ou arabe, Oui. même si l'école a été arabisée il y a très longtemps. Oui. De pas mal d'ouvrages arabes. Je fais partie du jury du roman arabe. Ah d'accord. On lit des livres traduits C'est le aussi. prix donné par l'Institut. Uniquement des livres qui ont été écrits en langue arabe? Non, du monde arabe, qui sont en arabe, soit en français. Et en Égypte, est-ce qu'il y a encore des écrivains qui écrivent en langue française? Non. Il n'y en a plus? Pas d'écrivains connus, en tout cas, il n'y a pas. Les rares, c'est nous qui sommes. Et comment se fait-il? Il y avait quand même en Égypte une certaine francophilie, on va dire, un certain goût des mots écrits en langue française. Pendant un siècle, de 1850 à 1950, l'Égypte a connu une période de francophonie florissante. Une francophonie d'autant plus florissante que la France n'occupait pas l'Égypte. Et donc la France a pu dans un pays qu'elle n'occupait pas. Et ça, c'était c'était un l'avantage. atout Ah oui, formidable. tout à fait. Formidable. Un peu à la fin du